Bon alors, il est mort, mais il va revenir. C'était bien la peine de le faire mourir. Bon, on va parler de mourir peut attendre. On l'aura attendu. Bon, tout le monde a fait cette blague de merde, mais bon. Un de plus ou de moins. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà l'histoire. Alors, je sais pas pour vous, mais l'histoire, au moment où on apprend qu'il va y avoir un virus dans l'histoire, j'ai dit ça y est, c'est Mission Impossible 2. Et j'attends de voir si... Bon, je me suis dit peut-être qu'on va avoir un virus original, on va avoir quelque chose de différent. On voit Cuba, quand il met le virus dans les évacuations d'eau, on voit qu'il y a des nanobots dedans, donc je me dis, ah, ça va peut-être donner quelque chose d'effrayant. Je me demandais ce qui allait se passer, et en fait, non, c'est vraiment la chimère, vous voyez les visages qui se décomposent et tout ça, c'est exactement comme la chimère de Mission Impossible 2. Donc ce film, c'est un peu... enfin, sur la partie virus, c'est Mission Impossible 2. Il n'y a pas de différence. Franchement, il n'y a pas de différence. Ensuite, alors, pour continuer sur cette histoire de virus, si on se remémore les autres films de la saga James Bond, il n'y a qu'un seul film qui emploie des virus, c'est Au service secret de Sa Majesté. Et quand on se souvient de ça, il y a un déclic, parce qu'on se dit, ah oui, quand même, quand on a vu Mourir peut attendre, on se dit, Mourir peut attendre au service secret de Sa Majesté, il y a une grosse inspiration, et peut-être même qu'on a là une espèce de remake. C'est pas du tout la même structure, mais en tout cas, il y a énormément de thématiques au service secret de Sa Majesté qu'on retrouve dans Mourir peut attendre. On retrouve à peu près le même James Bond, et en plus on retrouve les musiques, on retrouve les thèmes au service secret de Sa Majesté, et c'est probablement le plus gros indice qui nous est laissé pour faire le raccord entre les deux films et se dire ah oui, on voit l'inspiration qui vient donc de là. Mais voilà quoi. Alors, l'histoire, moi ça m'a pas trop... Il y a quand même beaucoup de passages qui sont prévisibles. On sait où le film va aller. C'est très classique hein, dans la structure, il n'y a rien de nouveau. C'est un Bond très classique dans la forme. Après, bon, il y a la réalisation qui vient un peu changer la donne. Mais après, on est sur une structure très classique. Peut-être pas au niveau d'un James Bond, mais au niveau d'un film, tout simplement, c'est du vu et revu, il n'y a rien de nouveau. Donc, c'est en ça que voilà, c'est peut-être un peu nouveau pour un James Bond, on n'est pas habitué à voir ça dans un James Bond, mais si c'était un autre film, on aurait déjà vu ça plein de fois. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça divise, surtout parmi les fans de la saga, c'est que c'est pas le genre de James Bond auquel on est habitué. Donc ça peut choquer, je peux comprendre ça. Et c'est un film quand même, néanmoins, même si il essaye de tenter des choses nouvelles, du jamais vu dans la saga, c'est un film qui ne délaisse pas les fans pour autant. Et il y a énormément de fanservice dans Mourir peut attendre. Et c'est un... En fait, ce film a fait exactement comme Meurt un autre jour en 2002. C'est un film hommage. Là, ils se sont dit, c'est le dernier voilà, comme le dernier de Brosnan, là, c'est le dernier de Craig. Alors, on va balancer plein on va faire la fête, ça va être le feu d'artifice pour les fans. Il y a énormément de clins d'œil savoureux. Moi, j'ai repéré, justement, la marque de cigare de Brosnan, enfin, de James Bond, incarné par Brosnan dans Meurt un autre jour, quand il va à Cuba, les Delectados. Vous verrez ça, on le voit à un moment. Il y a des références partout. Il y a pas 5 minutes sans référence. Vous avez les portraits des anciens M au MI6 qu'on voit à un moment lorsqu'il y a un échange entre M et Bond, je crois. C'est continu. Il y a des hommages de toutes sortes. C'est pas seulement des hommages visuels, des objets. On a des hommages musicaux. On a dans les répliques, même dans les personnages, vous avez le Rami Malek, pardon, c'est Dr No, on va pas se mentir. C'est Dr No, voilà. Mais c'est un film hommage, mais contrairement à Meurt un autre jour, le scénario n'est pas un patchwork de scènes de toute la saga.
c'est une intrigue qui s'en éloigne un peu, qui propose, voilà, c'est une intrigue différente. Donc saupoudré en fait de clins d'œil, on peut le définir comme ça. Donc c'est différent de Meurt un autre jour pour ce qui est de la forme. Alors le film fait 2h40. Et alors, c'est très particulier. C'est particulier parce que le film est long, mais ce n'est pas un poids. Même s'il a beaucoup de défauts, même si la fin agace, c'est pas un film qui a des longueurs. C'est pas un film qui a des longueurs, il n'est pas pesant. En tout cas, la première fois, ce n'est pas un film à longueur. Mais je pense qu'en le revoyant, une fois qu'on sait où les choses vont, je pense que c'est beaucoup plus lent à regarder la deuxième fois. Quand on sait, par exemple, l'introduction, la première fois, elle fait son effet. Hein, voilà, on est dans le même état d'esprit que la petite Madeleine. Voilà, on se demande qui est là, ce qui va se passer, tout ça. Mais la deuxième fois, je pense on va trouver ça un peu trop lent, un peu trop ennuyeux, parce on connaît les tenants et aboutissants. Et il y a beaucoup de scènes, je pense, qui vont être beaucoup plus ennuyeuses la deuxième fois. Je pense à la scène de la forêt, où basiquement il se passe rien, c'est juste une diversion ratée en fait. Hein. Bon, on essaye de faire diversion, mais manque de bol, Madeleine se fait enlever avec la gamine. Et voilà, mais en le revoyant, on va se dire bon, on sait ce qui va se passer. Bon, c'est lent tout ça, quoi. Et alors, la chose paradoxale, c'est que le film est long, il fait 2h40, et pourtant, il n'est pas assez clair. Il y a des éléments qui ne sont pas clairs du tout. Je pense par exemple, basiquement, le plan du méchant, on ne sait pas pourquoi il fait ça. On sait qu'il veut se venger de Spectre, on sait qu'il veut se venger de Madeleine, par extension, mais pourquoi vouloir éliminer le monde entier, en fait, à la fin? Parce qu'à la fin, son plan, c'est ça, il veut éliminer le monde entier, mais pourquoi? On est face au même écueil que le film précédent, Spectre, avec Blofeld. Blofeld, c'est exactement les mêmes personnages, en fait, au niveau du plan. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de base qui est clair, qui est vouloir se venger. Blofeld, il voulait se venger de James Bond. Mais après, vous avez toute cette vengeance secondaire qui est vouloir le contrôle du monde, vouloir contrôler tout le réseau Internet, en fait, pour surveiller la surveillance de masse. Et là, vous avez Rami Malek qui veut contaminer le monde entier. Mais on ne sait pas pourquoi ils font ça, pourquoi ils veulent faire ça. Alors bon, on peut se dire, c'est de la mégalomanie, mais quand même, bon, c'est un peu gros. C'est un peu trop gros. Alors que le plan de base suffit, mais peut-être que justement, c'était peut-être pas assez pour se dire, ouais, je veux me venger, juste me venger de mon demi-frère pour Blofeld, et je veux me venger de Spectre pour l'autre, c'était peut-être pas assez comme enjeu, donc il fallait un truc plus grand. Donc ils ont fait ça, mais c'est pas suffisant, c'est flou, c'est trop flou, et c'est embêtant. Et enfin, alors le point le plus embêtant de cette histoire, c'est le wokisme. On peut pas passer à côté, le wokisme. Et oui, parce que James Bond a été dépossédé de ses moyens sur ce film-là. On a un James Bond qui est purement monogame, hein, et il ne court plus du tout après les filles. La seule fille qui aurait pu le détourner, c'était Ana de Armas, et on voit qu'il est pas du tout intéressé en fait. James Bond, voilà, c'est un des rares James Bond où voilà, James Bond est monogame, il ne tente rien, il ne fera rien, pas de remarques déplacées, non, il est carré. C'est voilà. Alors on a un James Bond qui a été dépossédé en fait de ses moyens au fur et à mesure des années, donc bon, c'est pour faire avec son temps, donc on lui a fait abandonner la cigarette, l'alcool, voilà, là il dit non à l'alcool, hein, alors qu'avant, voilà, alcool et cigarette, c'était James Bond. Là il délaisse tout, hein. Il délaisse tout, cigarette, alcool, femme, maintenant. Et le pied de nez ultime au personnage, c'est la fin. Ils ont tué James Bond, voilà, littéralement, ils ont tué James Bond. Et le problème, c'est que en faisant ça, c'est la porte ouverte, c'est la boîte de Pandore. Parce que qu'est-ce qu'on aura après?
qui va l'incarner? C'est la porte ouverte à tout. Alors, est-ce qu'ils vont... Alors, maintenant, il faut prier hein, pour que ils gardent un interprète qui fait honneur au personnage de Ian Fleming, ou alors est-ce qu'ils vont partir dans une dérive idéologique comme malheureusement le genre de dérive qui a contaminé énormément de sagas, hein, comme Star Wars, donc là James Bond, on peut dire que c'est un peu leur cible ultime, hein. Ils ont réussi à dégommer la cible ultime de l'incarnation du mâle viril blanc, enfin vous savez bien, et ils l'ont déconstruit, comme voilà, c'est le terme à la mode, ils ont déconstruit James Bond, maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent à la place. Et ça c'est terrifiant. Ça c'est terrifiant. Et voilà, la mort de James Bond, vous avez du coup à la fin, bah, c'est Madeleine qui gagne, enfin c'est le féminisme qui gagne. Et vous avez le personnage de Lashana Lynch qui incarne donc 007, qui on va dire, alors il faut quand même être raisonnable, contrairement à ce qu'on pensait, elle ne remplace pas James Bond durablement, même qu'elle lui rend son matricule, on le voit à un moment, hein, elle dit voilà, tu récupères, je veux plus être 007, c'est toi. Donc on n'a pas cette dérive là. Ça aurait pu être repoussé au maximum. Heureusement, c'est pas ça. Donc voilà, c'est déjà ça. Je vais en parler juste après, parce que justement, on va aborder les acteurs. Alors, pour ce qui est de Daniel Craig, impeccable. Impeccable. Là, il doit vraiment montrer une palette d'émotions au maximum, parce qu'il est secoué comme jamais dans ce dernier film. Il passe par tous les stades. On peut peut-être lui reprocher un manque d'émotion quand il apprend, enfin quand il voit sa fille, même si c'est pas encore que c'est sa fille, mais je pense qu'il le devine un peu, je ne sais pas trop. Le flou est volontairement mis, mais je crois que même quand il le sait, il reste un petit peu sans émotion. Mais on est très loin du Craig monolithique de Casino Royale. On en est très loin, il a beaucoup évolué depuis, il a quand même, au niveau du jeu, c'est le meilleur, voilà, c'est son meilleur film depuis Casino Royale, clairement. Ensuite, vous avez Léa Seydoux. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que c'est vraiment la plus grosse erreur du casting de toute la saga. Ça ne marche pas avec Daniel Craig. L'alchimie n'y est pas, et moi, ce que je trouve insultant, c'est d'avoir placé Léa Seydoux au niveau de la Bond Girl ultime, parce que voilà, c'est la seule à être avec James Bond en 2 films, sur 2 films, et de finir avec lui, voilà, de lui faire oublier toutes les autres. Ils l'ont placé au top, donc ça veut dire Vesper et Tracy au service secret de Sa Majesté, elles sont en dessous. La meilleure, la Bond Girl ultime, et Léa Seydoux, et ben moi ça m'embête vraiment, parce que non, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Il y a un gros problème d'alchimie. Ça le fait pas. Et ne parlons pas du jeu son jeu est mieux. Elle a un meilleur jeu que dans Spectre, mais il y a quelques réactions qui sont pas crédibles, surtout juste avant le dernier échange avec Bond avant sa mort. C'est un peu, il manque quelque chose. C'est ce qui fait que ça laisse. Moi, je fais partie de ceux qui n'ont rien ressenti quand Bond est mort. J'ai rien ressenti. Je voulais ressentir quelque chose parce que j'ai revu tous les films avant en plus, donc j'étais vraiment au niveau de la charge émotionnelle, ça devait être là. Bah non, j'ai rien ressenti à sa mort. Est-ce que c'est parce que de base, voilà, justement, je croyais pas au couple de Léa Seydoux, donc j'étais pas impliqué dans ce qui se passe entre eux. Moi, j'ai pas eu de, voilà, ça m'a plus agacé en fait de voir Bond mourir, ça m'a plus embêté qu'autre chose. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, pour moi, Léa Seydoux, pour moi, c'est la plus grosse erreur de la saga. Et je trouve ça vraiment... Moi, je voulais qu'elle y passe le plus tôt possible. Et j'y ai cru. J'y ai cru au début du film, parce qu'au début du film, elle est mise à l'écart. Il se dit,
James Bond lui dit adieu, et puis voilà. Donc j'ai cru un instant que voilà, ils avaient eu le courage de la laisser de côté dès cet instant-là, et là je me suis dit, ah ouais, là ça va être intéressant. Mais elle revient après. Elle revient après, bon, bah, si on a, quand on voit la bande-annonce, c'était attendu, mais sur le moment, j'ai cru qu'ils allaient la mettre de côté, mais voilà. Mais non. Et j'ai cru aussi qu'elle allait y passer. Elle n'y passe même pas, donc c'est vraiment que de la déception. Que de la déception. Aucun espoir. Tant pis, tant pis. Pour ce qui est de Rami Malek, donc le méchant du film, bah, pas à la hauteur. Il fait vraiment méchant, basique, cliché de James Bond. Là où il y avait quelque chose à en faire, ils auraient pu rester dans la même veine que Silva dans Skyfall, ou même le chiffre dans Casino Royale. Ils ont préféré s'abaisser encore plus bas que Blofeld dans Spectre. Blofeld était déjà, on revenait déjà au méchant bondien cliché avec Blofeld. Là, on est encore en dessous. On est encore en dessous, il a pas... Alors oui, il fait peur, il est malaisant. Il ne fait pas peur, mais il est malaisant. C'est-à-dire que le gars, si on l'invitait à une soirée, on serait pas tranquille, on se demanderait si on repartirait en vie. C'est malaisant, mais est-ce que pour autant ça en fait un bon méchant? Non. Non, comme je vous dis, son plan est flou, son interprétation est... il fait toujours la même chose, en fait, tout le long du film. Il fait pas grand-chose, en fait, dans le film. Il fait pas grand-chose. Il parle beaucoup, mais il fait pas grand-chose. Et il y a d'ailleurs un souci de cohérence à la fin, parce qu'on le voit, quand il laisse la fille de Bond s'en aller, lui est sur le départ avec ses hommes autour, il se barre, en fait. Et en fait, après, on voit que c'est lui qui bute James Bond, quoi. Donc ça veut dire qu'il a fait demi-tour, en fait, il est revenu en arrière alors qu'il se barrait, c'est pas cohérent. Mais voilà, l'interprétation, non, elle m'a pas marqué plus que ça. Je le mettrais pas dans un top 5 des meilleurs méchants. Pour moi, c'est un méchant classique. Il y a rien de particulier à en retenir. Pour ce qui est de Lashana Lynch, donc qui incarne la nouvelle 007 pendant au moins les deux tiers du film, comme je disais précédemment, elle m'a surprise dans le bon sens. C'est-à-dire, je m'attendais vraiment à ce que tout le wokisme, tout le pro-féminisme soit insufflé dans le personnage, donc que ce soit juste un personnage fonction, un personnage idéologique à mort. En fait, non. En fait, non, mais elle n'est pas... En fait, elle sert à rien dans ce film-là, c'est triste à dire, mais en fait, dans un premier temps, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir une espèce de concours d'ego avec James Bond. On les voit juste se chamailler comme des enfants. Elle, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle va rester 007. Voilà, elle veut garder sa place à tout prix. C'est du bon enfant avec James Bond, mais ça va jamais. Il n'y a jamais plus que ça en fait. Elle n'a rien d'autre. Surtout qu'elle a toujours une longueur de retard sur James Bond. Et en fait, sinon on l'envoie ailleurs pendant le reste du film, en fait, jusqu'au dernier acte où elle assiste Bond dans la mission. Mais si on l'enlevait du film, il n'y aurait pas de différence, clairement. Elle n'est pas du tout de taille à rivaliser avec James Bond. En tout cas à incarner 007. Pour elle, c'est vraiment le chiffre, c'est vraiment que le chiffre 007, mais elle n'a pas elle n'a pas d'incarnation elle n'arrive pas du tout à la cheville de James Bond pour ce qui est voilà de l'incarnation du personnage de James Bond qui symbolise ce 007. Voilà, ce n'est vraiment que le chiffre, quoi. Elle n'a rien d'autre. Elle pourrait être 008, 009. Ils auraient pu faire ça. Bon, ils l'ont mis 007 pour dire, ah, voilà, la rivalité, pour placer une rivalité entre eux, mais la rivalité, elle est vraiment très sommaire, très sommaire. Ça va vraiment pas loin. Mais il n'empêche que, pour autant, est-ce qu'elle est agaçante? Non. Elle m'a pas agacé pendant le film. Elle n'est pas agaçante, c'est juste que, voilà, elle est bien jouée, hein, l'actrice joue très bien le rôle, c'est pas le problème. C'est juste qu'elle est
elle n'a rien à offrir au film en fait. Donc c'est plus au niveau du scénario que ça pêche. Voilà, le scénario n'a pas été en sa faveur. Le personnage n'est pas inintéressant, mais il est mal fichu par le scénario, c'est tout. Il est mal servi par le scénario. C'est un regret, voilà. C'est voilà, mais que en tout cas, elle avait fait beaucoup couler d'encre l'année dernière. Voilà, on disait qu'elle allait voler le rôle de 007. Quelque part, c'est vrai, mais pas dans le sens qu'on imagine. Et en aucun cas, à la fin du film, il est dit que voilà, elle sera désormais James Bond. Non, non, pas du tout. Peut-être que c'est un test de la part de la production pour dire, écoutez, voilà, on la met là et si les retours sont bons, peut-être que on la mettra elle. Si tout le monde s'en fout, bah ils vont partir sur quelqu'un d'autre. Et je pense que pour l'instant c'est plutôt ça, parce qu'il n'y a pas eu j'ai pas vu de critique dithyrambique à son sujet. C'est un personnage de la saga comme un autre, mais c'est pas du même niveau que on avait eu Ali Berry dans Meurt un autre jour en 2002. Ali Berry qui devait avoir une série consacrée à son personnage, un spin-off sur son personnage. Ça a été abandonné depuis, mais voilà, c'est-à-dire qu'elle avait déjà marqué plus, je pense, que la Lashana Lynch dans ce film-là. Il y avait même, on peut aller même jusqu'à Demain ne meurt jamais avec le personnage de Michelle Yeoh, qui avait aussi marqué les esprits, et on avait aussi pensé à lui donner un film à part, il me semble. Voilà, mais là on n'est pas dans le même cas de figure. Donc voilà, comme je dis, personnage pas inintéressant, mais mal servi par l'histoire, tout simplement. Pour ce qui est des... Alors on a Ana de Armas dans... Voilà. Et elle, par contre, bah elle, voilà, en fait, c'est elle, pour moi, c'est elle qui aurait dû être la James Bond girl du film. Voilà. Ils auraient dû évacuer Seydoux et puis il y aurait dû... parce que là, il y a quelque chose. Là, il y a une alchimie entre eux. Entre Craig et Ana de Armas. On voit surtout qu'ils ont joué ensemble déjà dans Un couteau tiré. Et on sent que ça le fait. Voilà, on les aime bien, ces deux-là. On veut les voir ensemble, on veut les voir, voilà. Et on les voit que 20 minutes. On les voit juste à Cuba et après, au revoir, merci, c'était sympa. On la revoit plus. Ça, c'est vraiment... Ça, voilà. C'est blasant. Là, c'est... Tout ça, ouais. Vous avez... Voilà, vous l'avez, votre bon personnage féminin. Il est là. C'est celui-là qu'on veut. Eh ben non. On dit, ah, ouais, vous l'aimez bien? Bah voilà, vous l'avez avec 20 minutes. Ça, c'est un regret. C'est une faute. Elle est pétillante. Elle est tout ce qu'on attend d'une Bond girl. Elle est, alors, est-ce qu'elle est... Bon, alors, là aussi, il y a un problème elle est mal desservie par le scénario parce qu'ils la font passer pour une bleusaille un peu faux-folle, lunaire, quoi. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Ça, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Mais je pense que voilà, elle se fait passer... Elle a un peu la naïveté à la Marie Bonne Nuit de L'Homme au pistolet d'or, pour ceux qui connaissent le film, avec Roger Moore. On est dans le même genre de personnage, sauf que là, voilà, en fait, c'est ça la surprise du film, c'est qu'on croit que c'est une nunuche, en fait, la Bond girl cliché au 3e degré, au 31e degré même, vraiment la pire des Bond girls possibles. Et en fait, elle se révèle vraiment super douée, et voilà, c'est vraiment... elle est au top, quoi. Elle nous montre en 20 minutes beaucoup plus de choses, beaucoup plus de développement de personnages que le 007 féminin qui est qui est plus une espèce de Terminator bis qu'autre chose. Là, il y a vraiment quelque chose, et je vous dis, bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout une alchimie entre elle et Daniel Craig, qu'on retrouve pas avec Léa Seydoux, quoi. Ça, c'est grave. C'est grave. Donc, ça, c'est le regret du film. Le regret du film, c'est ça. C'est qu'il l'ait pas, c'est qu'il l'ait viré, qu'il lui accorde que 20 minutes et après au revoir. Ça, non. C'est dommage. C'est dommage. Pour ce qui est des personnages habituels de la saga, en tout cas de la saga Craig, qui reviennent dans ce film, ils sont très bons. Vous avez toujours M, incarné par Ralph Fiennes, toujours aussi bon, surtout que là, il a quelque chose en plus, voilà, c'est pas juste le monsieur exposition, on va dire, comme dans tous les James Bond. Là, il est impliqué à sa manière dans ce qui se passe. Donc c'est lui qui est à l'origine de la création de ce virus. Il est à l'origine du virus, et donc il a plus d'implication que par le passé.
Ça, c'est intéressant. Et on le voit toujours, il a toujours une relation intéressante avec James Bond. C'est toujours sympa de les voir s'invectiver l'un et l'autre. Bon, après, c'est peut-être plus... c'est peut-être moins respectueux que dans les autres films. C'est ça aussi qui, je pense, a choqué pas mal de fans. C'est que là, il y a un manque de respect assez flagrant entre James Bond et M. On a un James Bond qui attaque beaucoup plus ses supérieurs que par le passé. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé que Daniel Craig dans ce film-là était en roue libre. Je peux comprendre. Il a un comportement bizarre, on dirait qu'il est peut-être alcoolisé, on sait pas trop. Mais il dénote par rapport aux autres films et même par rapport aux autres incarnations de James Bond. Là, voilà, on a un James Bond beaucoup plus offensif et respectueux. À la manière, encore une fois, d'un Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté, qui n'hésite pas à rentrer dans ses supérieurs, même si voilà, c'est pas correct. Donc là encore, je pense que c'est tourné dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment, on est sur un James Bond beaucoup plus proche du Bond Lazenby, voilà, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus décontracté dans sa manière d'être, qui s'en fiche un peu du professionnalisme, enfin voilà, de la tenue professionnelle, voilà. Il est beaucoup moins dans l'esprit professionnel que les autres James Bond. Donc qui se permet plus de choses. Comme Lazenby, c'est exactement le même personnage. Voilà, vous avez aussi toujours Naomi Harris en Moneypenny, que j'ai trouvé en sous-régime. Elle en fait moins, pour le coup, elle en fait moins que dans les autres films. Elle est présente, mais elle ne fait pas grand-chose. Elle est trop en retrait. Et c'est dommage, parce que ils avaient su l'intégrer dans la famille bondienne. Ils avaient su lui donner un intérêt particulier. On la voyait, elle avait des apparitions sympas dans Spectre. Et même dans Skyfall, elle était la révélation de Skyfall. Et là, ils l'ont mise en retrait. Elle fait beaucoup plus secrétaire de service et rien d'autre. C'est dommage, là aussi. Et enfin, vous avez toujours Ben Whishaw en Q, qu'ils ont tenté d'en faire quelque chose, ils ont tenté de nous montrer un peu plus sa vie privée, et on sent qu'ils ont été... ils marchaient sur les œufs, là. Ils se sont dit, bon, on va parler de son homosexualité, mais on va rester vague. Comme ça, si jamais ça plaît pas à un pays, on pourra couper sans que ça se voit. Ça se sent vraiment. C'est pas... Alors, est-ce qu'ils auraient dû le faire? Non, à ce moment-là, le faites pas, quoi. Soit vous y allez à fond, soit vous y allez pas du tout. C'était pas la peine de... je pense que c'était pas la peine de faire ça, quoi. Ils ont voulu plaire à tout le monde, et puis... bon, on se retrouve... C'était inutile, en fait. Après, le personnage reste sympathique. Il y a toujours de bons échanges avec... des échanges savoureux avec James Bond. Le personnage n'est pas désagréable, bon, c'est juste qu'ils ont voulu en faire plus avec lui, et c'est à côté, c'est à côté. Bon, c'est comme ça. Mais il reste sympathique, et il est moins en retrait que Moneypenny sur ce coup-là. Et enfin, on peut parler des sous-fifres de Safin, Lucifer Safin, très original comme nom, hein. Bond contre le diable. Les sous-fifres, ils m'ont un peu agacé, parce que déjà, ils sont très clichés, ils ont rien de particulier, mais j'ai trouvé agaçant, surtout. Celui avec son faux œil, bon, il a pas grand-chose à offrir, c'est « je suis méchant, je vais te tuer ». Bon, là, c'est le sous-fifre classique, il n'y a rien de plus à en dire. Incarné par un Français d'ailleurs, c'est un jeune homme de Bretagne, donc c'est un de mes compatriotes, donc je le salue. C'est un Français, hein, donc ça fait plaisir à voir. James Bond a toujours donné beaucoup de rôles à des Français et des Françaises, donc c'est très sympa, on s'en plaindra pas. Donc Léa Seydoux, enfin voilà, Léa Seydoux c'est dommage par contre là. Mais on a eu Eva Green, on va pas se plaindre. Et Olga Kurilenko aussi. Et vous avez l'autre sous-fifre là, en fait le traître qui bossait avec Leiter. Ah oui, j'ai pas parlé de Leiter, donc le retour de Leiter, c'est sympa. Parce qu'il avait un rôle plus restreint il est beaucoup mieux que dans Quantum of Solace, notre ami Jeffrey Wright, je crois. Donc le personnage de Felix Leiter.
dans Quantum of Solace, il était vraiment bougon, moi, il faisait peine à voir, quoi. J'aime pas ce qu'il fait dans Quantum of Solace, il est beaucoup trop abattu. Il subit les choses, c'est pas le Felix Leiter qu'on connaît d'habitude. Là, voilà, on le retrouve. Là, on le retrouve, le bon vieux pote américain de James Bond. Ils font une mission ensemble et tout ça. Même si sa fin ça m'a pas touché. Mais parce que bon, c'est la mise en scène, je pense, la façon dont c'est fait, mais ça faisait plaisir de le revoir. Et là, c'était un bon final ça faisait plaisir de revoir le vrai Felix Leiter qu'on avait retrouvé dans Casino Royale. Voilà, et ça m'aurait embêté que sa dernière apparition soit dans Quantum of Solace, qui était pas terrible. Donc là, voilà, on a une bonne fin pour Felix Leiter, on a une bonne dernière apparition, voilà. Peut-être pas une bonne mort, mais une bonne dernière apparition. Et donc j'en reviens au sous-fil du coup. Euh, L'autre, donc celui qui trahit Félix, donc c'était son apprenti, hein, la jeune recrue. Lui, je le trouve vraiment agaçant, quoi. Avec son sourire permanent, t'as envie de le gifler à chaque fois, celui-là. Vraiment, il était plus agaçant qu'autre chose. Quand il est mort, c'était un soulagement. Ça, voilà, c'était vraiment un soulagement. Je dirais, enfin, en plus, il meurt tardivement, hein. Très très tardivement. Mais il était agaçant, celui-là. Et enfin, ah oui, il y en a un autre. J'ai failli l'oublier. Le Ruskov. Vous avez mais alors, un russe de service comme on n'en a pas vu dans un film depuis peut-être 20-30 ans. C'est vraiment le méchant étranger cliché par excellence. Et il a avec l'accent russe à couper au couteau qui dit: je suis méchant, je fais des armes désastreuses qui vont tous tuer l'humanité, je suis méchant. Ouh. Mais on peut pas faire plus cliché. Et en fait, il est super agaçant. Parce que, en fait, toutes ces scènes sont comme ça. En fait, tout ce qu'il a à offrir au film, c'est, dans chaque scène, c'est: je suis méchant, je fais des armes, je vais tous vous tuer, vous le méritez. Il y a que ça, il n'est que ça, il n'a rien à offrir d'autre. C'est super agaçant. C'est super agaçant. Bon, il a une fin pas dégueu, pas dégueu, mais moi je l'aurais rendu plus gore personnellement. Mais là, voilà, c'est un film PG-13, donc logiquement, voilà, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux pour lui. Bon, sa fin est satisfaisante après, mais vraiment mais plus cliché tu meurs, plus cliché tu meurs. On n'avait pas vu un personnage comme ça depuis. Ouais, c'est le cinéma des années 80-90, quoi. C'est le méchant russe nanardesque au possible, quoi. Vraiment, c'était pas bon. Alors moi je l'ai vu en VF, et alors je sais pas, alors pour le coup, bon, en VO j'imagine c'est pareil, mais en VF ils ont pris un comédien russe pour le doubler, et c'est ce qui ajoute, je vous dis, au côté nanardesque cliché, c'est que vraiment c'est l'accent russe à fond, à couper au couteau, qui en fait des caisses et tout. Bon, vraiment, c'était pas... Voilà, donc en fait ce film il est pas super desservi par ces personnages. Les personnages ne sont pas développés plus que ça. Bon, après vous me direz, ils ont eu plein de films pour être développés avant, donc normalement il n'y a pas... voilà, mais c'est pas parce que on les connaît qu'ils n'ont plus rien à donner, en fait. Il y a toujours quelque chose en plus à découvrir sur eux au fur et à mesure, de film en film. Là, ils ont essayé de pousser un peu avec M, c'était bienvenu. Ils auraient pu faire pareil avec les autres, tout simplement. Ils ont tenté avec Ben Whishaw, mais en se concentrant uniquement sur sa vie privée, voilà, sur son sexe, sur son homosexualité. Ils ont été plus par là que sur autre chose. C'est ça qui est regrettable. Euh, et, euh, et Naomi Harris, je vous dis, là, ouais, là par contre, ils ont régressé, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux encore. Ils étaient sur la bonne voie avec Spectre, et là, au lieu d'aller plus loin, ils l'ont vraiment rabaissé à son statut de secrétaire, et c'est dommage. Ouais, les personnages, bah, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà, moi je retiens vraiment que le jeu de Daniel Craig, qui est super par rapport à tout ce qu'il a fait. Voilà, c'est ce il nous a donné de mieux. Il nous a tout donné pour la fin, et c'est vraiment bien.
Non, vraiment, c'est très bonne incarnation pour, voilà, pour la dernière fois. Meilleur Bond, j'irai pas jusque-là. J'irai peut-être pas jusque-là. Bond le plus sensible, Bond le plus humain, avec le plus d'émotions. Après, meilleure incarnation de James Bond, je pense pas. Je pense pas. Par rapport au personnage de Ian Fleming à la base, celui des films depuis 60 ans bientôt. Non. Non, et justement, la fin du film nous éloigne vraiment de tout ça. Le Bond papa, le Bond monogame, amoureux et suramoureux de sa femme, euh, qui se sacrifie. Non. Le Bond, si ce film avait été fait en 1962 avec Sean Connery, avec l'équipe d'alors, on n'aurait pas eu ça du tout. On n'aurait pas eu ça du tout. Et, et la fin du film, d'ailleurs, je la trouve insultante par rapport au personnage, parce que James Bond, c'est vraiment le héros type qui se sort de toutes les situations. Et quand on pense, ça fait 25 films, il s'en est passé, il en a vécu des choses en 25 films. Il est passé par des tas de crises, des tas de choses. Et, euh, et là, il se fait buter comme ça. Ça le fait pas. À ce moment-là, on peut s'attendre à ce que Ethan Hunt, dans les prochaines Missions Impossibles, il passe aussi. Mais je pense que justement, il pourrait s'amuser à faire un pied de nez à James Bond en disant, hey, vous voyez, vous l'avez buté, bah nous, il est toujours là et il est même encore mieux qu'avant. C'est un peu ce qui se passe depuis Mission Impossible 4, c'est que chaque épisode est meilleur que le précédent et on a un Ethan Hunt de plus en plus humain et il souffre beaucoup plus, comme James Bond. Mais lui, il continuera, quoi. Il continuera toujours, avec ses faiblesses. Mais voilà, le personnage a su évoluer, il a su s'adapter au monde d'aujourd'hui, mais sans perdre ce qui faisait l'essence de l'âme du personnage depuis le début. Il a juste évolué. Là, James Bond, bah James Bond, il s'est un peu perdu en route là, parce il a dû céder à l'époque et à l'extrémisme de l'époque, et ça donne ça. Voilà, on préfère le sacrifier. Comme ça, on pourra recréer un James Bond de toutes pièces. Après, et puis on verra ce que ça donne. On verra s'ils font le choix de la raison ou si ils cèdent complètement au wokisme et qu'ils nous font un bond de trans, euh, un bond de trans qui est de couleur, enfin voilà, tous les trucs extrêmes qu'il faut pas quoi. Enfin, enfin juste pour c'est pas juste pour plaire à un certain type de public. Voilà, avant de respecter l'esprit du personnage de base. Voilà. Voilà, c'est ça le problème en fait avec ça. Alors la réalisation. Pour ce qui est de la réalisation, bah c'est très bien. C'est très bien. Là, on a donc c'est le réalisateur de la série True Detective, la première saison. Et c'est au niveau de la réalisation, c'est très bien. On sort du conformisme de l'académisme des précédents films, à l'exception de Skyfall et de Spectre, qui étaient déjà pas mal au niveau mise en scène. Là, on a de très beaux plans. On a de très beaux plans. On a un plan séquence à la fin, dans le dernier acte. Très beau plan séquence dans l'escalier. La Final Ascent, comme dit la piste musicale de Dan Zimmer. Très beau plan séquence. Moi, j'adore les plans séquences. Là, on en a un très bon. Et on a beaucoup de plans d'exposition, on a beaucoup d'idées. Euh, les cadrages sont très bons dans ce film. On a une mise en scène, voilà, on a une mise en scène. On a une mise en scène propre. C'est pas un truc impersonnel, voilà. Là, le réalisateur, il met sa patte. Il y a un style. On aime ou on n'aime pas, mais il y a un style. C'est pas, voilà. Euh, donc c'est très agréable à regarder. C'est un film très agréable à regarder. C'est un film très bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sur la forme, c'est très bon. Sur la forme, c'est très bon. Le fond, c'est complètement autre chose, mais voilà, le problème du film, c'est vraiment son scénario. C'est tout. Sinon, l'emballage est excellent. L'emballage est excellent. Alors justement, je vais parler de la musique. La musique est de Hans Zimmer. On pouvait avoir peur, hein, les puristes qui ne jurent que par l'instrumental classique, donc John Barry et même David Arnold, bah ça leur faisait une grande frayeur de savoir que Hans Zimmer, qui est surtout réputé pour des compositions très électroniques,
s'attelle à James Bond, et bien là, il nous surprend. En tout cas, moi, il m'a surpris parce que, en fait, dans ce film, il fait coexister son style, et en même temps, il est aussi dans cette démarche de rendre hommage. Ce qui me fait, voilà, ce qui me convainc encore plus de dire que c'est vraiment un film hommage à tous les niveaux. Et vous avez donc Hans Zimmer qui passe le film à faire des citations, à rendre hommage à tous les compositeurs de la saga. Et ceux qui ont l'oreille attentive et qui connaissent bien le travail de John Barry sur les James Bond, le travail de celui qui a fait Permis de tuer, Michael Kamen, vous avez les citations de David Arnold, vous avez les citations de Thomas Newman, de Skyfall et Spectre. Si vous tendez l'oreille et vous connaissez le travail de ces compositeurs, vous reconnaîtrez très facilement les hommages. Et ça fait plaisir. Hommage direct ou indirect. Donc les hommages indirects, on est plus sur des instruments, un choix d'instruments. On a un choix d'instruments. On va avoir une guitare, une petite guitare pour rendre hommage à Kamen. On va avoir les cuivres et les cordes pour John Barry. On va avoir un style un peu plus moderne pour citer David Arnold. On va avoir le... Voilà, il a su vraiment s'accaparer les styles de chacun et leur rendre un petit clin d'œil par-ci par-là. Ça, c'est très sympa de la part de Zimmer parce qu'on lui reproche souvent de faire un truc impropre, voilà, de reprendre les choses sans jamais... Enfin, il reprend toujours à zéro, il ne cite jamais... Voilà, par exemple, quand il reprend Batman, il n'y a jamais aucun hommage à Danny Elfman. Quand il reprend Spider-Man, il y a là aussi le passé, voilà, il le laisse de côté, il fait son propre travail. Là, c'est peut-être la première fois, je pense que c'est vraiment la première fois, où il reprend une suite en citant ouvertement ses prédécesseurs. C'est très fair-play de sa part, c'est très sympa, c'est très apprécié. Et la bande sonore est excellente, c'est très bon. Alors, le seul problème, c'est que la musique de Zimmer dans ce film, quand on va le voir au cinéma, elle est sous-mixée. Il y a un problème de mixage. La musique est toujours en retrait, elle est toujours trop basse par rapport à ce qui se passe. Alors dans les scènes d'action, elle ressort naturellement, mais sinon dans les séquences plus calmes, elle est vraiment en retrait. On a du mal à l'entendre, c'est dommage. Il y a un problème de mixage. Ça gâche le truc. En écoute isolée, si vous écoutez la BO en disque ou YouTube ou autre plateforme, là vous l'aurez dans son intégralité et enfin je dis intégralité non parce qu'on a qu'une heure il y a qu'une heure de musique disponible pour le moment. Je pense qu'elle va ressortir plus tard en version longue d'une manière ou d'une autre. Là on a plus une espèce d'échantillon sur une heure, mais c'est très bon, c'est très bon. Il y a beaucoup de citations, il y a beaucoup d'hommages. Donc je disais hommage indirect ou direct. Hommage indirect, donc les clins d'œil aux compositeurs précédents, et vous avez les hommages directs, donc qui sont on parle de 2 citations au service secret de Sa Majesté, à 2 passages du film. Premier passage où on entend le thème de James Bond et Tracy. Donc c'est au début du film avec James Bond qui est dans la voiture avec Madeleine. Bon, ça j'ai pas aimé parce que voilà, en fait il calque. Je comprends l'intention, hein, voilà, le James Bond amoureux avec sa femme. Mais là ça ramène à Tracy et là on se dit ouais mais quand même Tracy c'était pas allé assez doux, ça n'avait rien à voir. Donc c'est un peu insultant pour le personnage de Diana Rigg. Voilà, j'aurais pas collé ça comme ça. J'aurais fait un thème inédit plutôt que de faire une reprise. Parce que au niveau symbolique, c'est pas bon. C'est pas bon. Je comprends l'intention, mais c'est pas bon au final, c'est pas bon. Et vous avez une autre citation de Service secret de Sa Majesté. Donc là, c'est la citation du thème principal du film. Au moment où il y a une conversation entre Bond et M. Peut-être pour appuyer une espèce de scène patriotique, parce que voilà, c'est pour l'Angleterre. À mon avis, c'est comme ça, parce que sinon, elle n'a pas vraiment lieu d'être là, cette citation. À moins que ce soit vraiment... Enfin, ça m'étonnerait que ce soit une citation pour juste citer, pour faire un clin d'œil comme ça. Je pense que c'est surtout pour voilà, appuyer le côté mission pour l'Angleterre, voilà. Ça reste très appréciable, et je vous dis, comme je disais précédemment, ces renvois au service secret de Sa Majesté sont là pour vraiment... Là, c'est la manière, c'est l'indice le plus flagrant
pour faire le pont avec ce film-là et nous dire ah mais oui, mais Mourir peut attendre, oui, il s'inspire vachement de ce film-là, oui, d'accord. Là, on comprend mieux l'intention du réalisateur, l'intention des producteurs, de l'équipe du film. Ah oui, tout vient de là, en fait. Donc ça peut justifier pourquoi Bond est comme ça, pourquoi l'histoire est comme ça, pourquoi on parle de virus. Euh, Tout peut trouver ses explications avec voilà, c'est la note d'intention, en fait. Donc Zimmer il nous dit, hé les gars, voilà, je vous dis, il s'inspire de ça. Donc, si vous avez du mal à comprendre euh, le personnage de James Bond, bah vous allez revoir au service secret de Sa Majesté, vous comprendrez mieux pourquoi on a fait comme ça. Donc c'est voilà. Et moi, en fait, c'est grâce à ça que j'ai eu le déclic. C'est pour ça que voilà, j'ai mieux compris certaines choses après coup. Et voilà pour donc au niveau technique, c'est très bon. Hein, je veux dire. Les effets spéciaux sont superbes aussi. J'ai pas vu d'effets visuels dégueulasses. Ça se fond très bien dans le film. C'est ILM qui les a fait, donc la société qui était avant à George Lucas, qui maintenant est à Disney, donc la société des effets spéciaux qui a fait Star Wars. Entre autres, ils ont fait les plus gros projets d'effets visuels, de films à ce jour. Ils ont fait Jurassic Park, enfin, voilà, c'est eux qui ont fait les plus gros blockbusters depuis les années 80. Effets spéciaux invisibles, effets visuels invisibles. C'est très bon, au niveau technique c'est très bon. Le seul problème du film c'est son scénario. Je répéterai toujours ça, il n'y a rien d'autre à dire, le problème du film est son scénario. Enfin, dernière rubrique que je voudrais aborder, je vais parler doublage. Parce que j'aime beaucoup parler doublage, et on n'en parle pas assez dans les critiques de films en général. Donc là, un petit passage doublage. Donc pour James Bond, on retrouve Eric Herson-Mackarel, qui nous fait Daniel Craig depuis Casino Royale et sur d'autres. Alors c'est pas le comédien qui double Daniel Craig sur tous ses films, mais là c'est lui qui a fait James Bond depuis Casino Royale. Un très bon doublage. Y a rien à dire. Il nous fait toute la gamme d'émotions. Voilà, tout est restitué parfaitement. Y a rien à redire. Très bonne interprétation jusqu'au bout. Donc c'était un très bon choix d'avoir Eric Herson-Mackarel sur Daniel Craig en James Bond. Il s'est merveilleusement acquitté de sa tâche et il est à la digne hauteur de ses prédécesseurs dans les autres films. Impeccable. Je voulais voilà. Ensuite vous avez la reprise des rôles habituels. Donc on retrouve Bernard Gabet qui double Robert Downey Jr. dans les Iron Man. Bernard Gabet qui fait M, donc Ralph Fiennes. Je l'adore dans ce rôle, il est excellent. Et on va d'ailleurs le réentendre prochainement dans Kingsman, le préquel de Kingsman, où c'est le même rôle. Mais je pense que dans Kingsman, il va plus se lâcher encore, parce que l'esprit Kingsman est vraiment, c'est dingue. Donc je pense que là, on va voir M en version débridée, et ça va donner quelque chose de très sympa. Donc j'ai hâte d'entendre Bernard Gabet dans Kingsman. Et on a Annie Milone qui revient aussi en Money Penny, donc qui double Naomi Harris. Toujours sympa à entendre aussi. Ça fait plaisir c'est des voix qu'on connaît, donc ça fait toujours plaisir de les retrouver. Et donc, oui, je voulais surtout parler alors pour Rami Malek doublé ici par Alexis Thomasian. Alexis Thomasian, vous le connaissez probablement. Alors il a fait des tas de rôles, il a doublé des tas de rôles. Celui qui me vient en tête comme ça, c'est Shia LaBeouf dans Indiana Jones et le crâne de cristal. Il a fait de nombreux doublages depuis plus de 10 ans, peut-être même 20 ans. Il a fait énormément de doublages. Ici, donc, il double le méchant du film. Et il a su le saisir. On a vraiment voilà, il restitue bien ce que on est voilà, on n'aimerait pas être en face de lui. Voilà. La dimension psychologique du personnage est super bien restituée. Le doublage voilà, il est sur une voix calme, voilà, mais justement plus la voix est calme, plus la voix est presque dans le chuchotement, et plus c'est terrifiant en fait, parce que voilà, ça prend quoi. On n'est pas habitué à ça. Il ne crie pas, il ne hurle pas, il est trop calme,
et ça en devient effrayant. Et là, voilà, donc la dimension psychologique du personnage est là, vraiment, c'est très bon choix avec Citomation sur Rami Malek, très bon choix. Je sais pas si, alors je connais pas les autres rôles de Rami Malek, j'ai jamais vu Monsieur Robot, Mister Robot, je sais pas si c'est lui qui le double dans cette série, en tout cas, là ça colle, et si je vois d'autres films avec cet acteur, j'espère qu'il sera doublé par, Alexis Thomasian, parce que ça fait vraiment, ça colle, ça le fait. Donc voilà, non, le doublage est de qualité. Toujours dirigé par Michel Derain, il me semble, si je me souviens bien du carton de doublage à la fin, chez Cinéphase. Et donc Michel Derain aura été le directeur artistique depuis Casino Royale, au minimum. J'oserais pas aller plus loin. Je peux pas affirmer qu'il dirigeait déjà les bandes de Brosnan. Mais en tout cas, il aura chapeauté donc l'ensemble de la période Daniel Craig. Et on aura eu, au niveau du doublage, c'est d'excellente qualité. Il n'y a rien à redire. Excellent boulot. Et c'est un plaisir de voir ces films en version française. L'esprit est là, c'est drôle, c'est sérieux quand il faut, les phrases sont bien tournées. Il n'y a pas d'erreur. L'esprit des personnages est respecté. Non, c'est tout bon. Excellent doublage. Voilà. Alors, pourquoi voir ce film en conclusion? Pourquoi voir ce film? Eh ben, si vous avez aimé le Bond de Daniel Craig, tout simplement, et que vous voulez voir une conclusion nette, eh ben voilà, allez-y. Comme ça, voilà, celui-là, il a une fin. On n'est pas dans le... Il a l'occasion de faire ses adieux, c'est pas donné à tous. D'habitude, chacun fait son film, et puis après, ça change de visage d'un coup, et puis on recommence. Enfin, c'est du renouveau dans la continuité. Les films continuent, l'acteur change. Ça a toujours été comme ça jusque-là. Là, on en a un qui a un arc à lui seul. Voilà, surtout que lui, ça aura été le seul. On aura été là à ses débuts jusqu'à sa fin. Donc ça fait vraiment un arc très intéressant et inédit. Donc voilà, ceux qui ont aimé l'incarnation de Bond par Daniel Craig seront ravis d'avoir une aventure qui a un début et une fin. C'est pas donné c'est le premier James Bond qui a ça, donc c'est très agréable. Donc allez le voir si vous êtes fan du Bond de Craig. Je pense que vous serez pas déçus. Si vous aimez cette incarnation du personnage, ce Bond humain, ce Bond qui dénote vraiment avec les autres, voilà, vous serez content de ça. Si vous voulez, et enfin, allez le voir si vous voulez enfin un James Bond politiquement correct et woke compatible. Si vous attendez ça depuis très longtemps, vous serez content parce que voilà, il est là, il est arrivé. Le Craig politiquement correct. Le Bond politiquement correct. Voilà. C'est comme ça. Et pourquoi ne pas le voir? Pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. Et si vous aimez avant tout le Bond imaginé par Ian Fleming dans les romans, et adapté au cinéma depuis 60 ans, si vous espérez trouver ce Bond-là, n'allez pas le voir, parce que c'est tout sauf le Bond original qu'on a tous aimé depuis 60 ans, et qu'on a retrouvé à chaque fois, que ce soit avec Sean Connery, avec Roger Moore, avec Timothy Dalton, même avec Lazenby et Brosnan. Il y a toujours eu des bases du personnage, et là en fait, Daniel Craig les aura fait voler en éclats. Peut-être pas dans les films précédents, Casino Royale respectait l'héritage bondien, mais là, avec ce film-là, tout vole en éclats, vraiment. C'est le film qui explose tout ce qui a été fait, qui détruit tout, pour le remplacer par quelque chose de probablement beaucoup plus terrifiant pour la suite. Je sais pas, voilà, après ça, plus rien ne sera pareil, hein. C'est la conclusion. Le monde n'aura pas suffi pour James Bond, alors il aura été détruit pour en faire un meilleur, ou un pire. Qu'est-ce qui va advenir du personnage? On verra bien. Mais la porte est ouverte à toutes les dérives. C'est entre les mains des producteurs désormais. On verra ce qu'ils font du personnage. Ils vont devoir recommencer. De toute façon, on sait déjà qu'il y aura un reboot.
Donc c'est ce que je disais en introduction, pourquoi l'avoir fait mourir dans ce cas? Ils auraient pu faire comme ils ont toujours fait, continuer les films en changeant juste l'acteur, comme si, et puis voilà, nous on fait le lien, voilà, ça a choqué personne, hein, les changements d'acteurs au fil du temps. Ça demande un temps d'adaptation, mais voilà, on se dit c'est James Bond, point barre, quoi. Et puis le nouvel acteur, on s'y fait, et puis là, voilà, il a son public, et puis voilà. Là, on est sur, voilà. Là, en fait, on a eu la fin de James Bond, vraiment, littéralement. Qu'est-ce qu'on aura après? Est-ce que ce sera toujours James Bond au moins? Parce que maintenant, ils peuvent dire, bah non, ce sera 007, ce sera n'importe qui. Ça pourrait être n'importe qui. Et c'est pour ça, à la base, que je pense qu'ils avaient mis ils avaient mis la Lashana Lynch, ils ont dit, voilà, est-ce que le public est prêt pour un 007 différent? On va tester, on va voir. Bon, bah, apparemment non, donc on verra. Donc peut-être qu'ils vont rester sur James Bond, peut-être qu'ils vont juste se contenter de recommencer encore à zéro, comme Batman et Spider-Man. Ils vont nous faire un reboot alors que le personnage est mort, bon. Mais très mauvais choix d'avoir fait ça, quoi. Très mauvais choix, ils auraient pu faire autrement. Là, je pense qu'ils ont cédé à la pression woke. C'était pas la chose à faire. Parce que en le tuant, en fait, ils ont dit, voilà, ils ont tué James Bond et ils ont tué tout ce qu'il incarnait en même temps. C'est vraiment destruction massive, à l'image de sa mort, quoi. Vraiment, il est pulvérisé. C'est hyper fort en symbole, symboliquement, voilà. Ils ont désintégré James Bond, voilà. Ils l'ont déconstruit. Donc là, qu'est-ce qui va devenir? L'avenir nous le dira. En tout cas, mourir peut attendre, malheureusement, pour moi, c'est une très mauvaise conclusion. Alors, c'est un très bon film, mais c'est un très mauvais James Bond. Très bon film, très bien réalisé, mais très mauvais James Bond pour ce qui est de ce qu'il a à raconter, pour sa façon de traiter le personnage, et pour son manque d'enjeu, et je pense qu'il se revoit très mal. Je pense, voilà, c'est un film que je n'aurais pas de plaisir à revoir, et ça m'embêtera bien de me dire que c'était le dernier film, quoi. Si déjà avec Spectre ça finissait, c'était mi-figue mi-raisin, je pense que la fin idéale de James Bond c'était Skyfall. Avec Skyfall on avait une conclusion parfaite. On avait une conclusion qui faisait écho au tout premier film. Donc en fait en finissant Skyfall on avait juste envie de se remettre Dr No, et voilà, de faire la boucle et la boucle et la boucle, et ça marchait très bien comme ça. Là, avec cette fin là, ça déçoit trop, quoi. C'est beaucoup trop, on est beaucoup trop loin de James Bond en fait avec ce qui se passe. Ce qui se passe dans ce film, c'est beaucoup trop éloigné de l'esprit du personnage, de l'esprit des films. Ça fait pas James Bond. On n'est pas du tout dans l'esprit du personnage. On n'est pas dans l'héritage de Ian Fleming, même dans l'héritage de Broccoli, là, de la famille Broccoli, qui a toujours adapté les films. Là, c'est vraiment quelque chose, on est beaucoup trop éloigné, donc ça le fait pas. Et c'était vraiment pas la bonne conclusion voilà, tout ça pour ça, quoi. C'est dommage, donc. On verra bien ce que ça donne par la suite. En tout cas, mourir peut attendre, moi je lui donne 3 sur 10, à cause de tout ça. J'aurais vraiment aimé l'aimer. Je m'attendais pas à être aussi déçu. Pourtant, je suis très bon public, je peux accepter beaucoup de choses, mais là, j'ai pas retrouvé le James Bond que j'aime depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai toujours je les ai tous appréciés. Pour moi, il n'y a pas de mauvais James Bond. Enfin, jusque-là, il n'y avait aucun mauvais James Bond. Il y en avait des plus faibles. Mais là, celui-là, c'est le seul que je note comme ça, que je sac, en fait. Parce que là, j'y trouve pas mon compte. Pour moi, c'est pas... Voilà. Très bon film, très mauvais James Bond, tout simplement. Voilà pour cette critique. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes très courageux. Surtout que je suis pas du tout visible par rapport à beaucoup d'autres. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, bah, félicitations et bah, encouragez-moi ou pas. Et puis bah, je serais ravi de faire d'autres critiques à l'avenir si ça vous intéresse. Merci beaucoup. À bientôt. Et regardez des films surtout, c'est très important. On en a besoin. Vive le cinéma. Ciao.